Passons à présent des Caraïbes au Caucase. Plus de 2000 km séparent Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, du Caire. De Tunis à Bakou, on compte même 3500 km. Est-ce assez loin pour ne pas être contaminé par les révoltes arabes? Apparemment non, comme a pu le constater Vladimir Vazak. L'ancienne place Lénine de Bakou a certes été rebaptisée place de la Liberté, mais la liberté se fait de plus en plus rare. Plus de 20 ans après la chute du communisme, le président Aliyev a replacé toutes les télévisions dans le giron de l'État, renforcé la pression sur les journalistes et interdit toute opposition sur Internet. Certains regretteraient même l'ère soviétique, car à l'époque au moins, personne ne prétendait qu'on vivait en démocratie. Mais lorsqu'un pays affiche une croissance économique de 30%, vient de découvrir des réserves de gaz et de pétrole et contrôle le couloir d'oléoduc qui relie l'Asie centrale à l'Europe de l'Ouest, son dirigeant peut apparemment faire ce qu'il veut. Seuls les blogueurs lui rappellent sur Internet que la Tunisie et l'Égypte nous ont montré que cette situation ne pouvait pas perdurer. Et ses opposants sont poursuivis jusqu'en Europe. 35 rue Cauchy dans le 15e arrondissement, l'adresse commence à être connue dans les dictatures du monde, là où les journalistes sont menacés. Grâce à la mairie de Paris et à des médias partenaires, ils peuvent trouver ici un refuge. C'est le cas d'Elnour Majidli, venu d'Azerbaïdjan pour étudier à Strasbourg. Depuis 2002, il tient son blog et il agace de plus en plus le régime en place à Bakou. Voilà, ça c'est ma petite chambre. C'est mes vêtements, mes affaires et mes deux bagages. Donc vous voyez, j'ai gardé le ticket comme symbolique. Donc c'est mon dernier retour de Bakou, 22 novembre 2010. Donc début janvier 2011, on a vu que dans le monde arabe, ils ont commencé révolution. Procès, révolution. Et après, on a dit que j'ai regardé sur Facebook, donc les Azerbaïdjanais, ils regardent, ils les soutiennent. J'ai pensé, pourquoi on ne fait pas la même proteste? Parce que il y a le même problème en Azerbaïdjan, il y a la même question, la même problème d'éducation, problème de santé, régime dictateur. Donc c'était avant Père Aliyev, maintenant c'est son fils Aliyev, Ilham Aliyev. Donc on a dit que oui, on doit protester pour nos droits. Après avoir tenté de se présenter aux élections locales, en mars, il a été un des opposants à appeler via Internet à manifester à Bakou. Les manifestations ont été brutalement réprimées. Le régime a peur qu'il ne se passe la même chose qu'en Tunisie ou en Égypte, que le président Aliyev et sa famille soient chassés. Elnour a été inculpé de tentative de coup d'État et le ministère de l'Intérieur a même lancé contre lui un avis de recherche international. Interpol n'a pas suivi la demande d'arrestation, mais Elnour ne peut plus rentrer dans son pays où il risque jusqu'à 12 ans de prison. Bloqué à Paris, il pense à ses amis. Parfois, je me sens un peu coupable parce que je ne suis pas avec eux. On a parlé plusieurs fois avec nos amis en Azerbaïdjan, mais après on a décidé ensemble, le mieux, je reste en France, je continue mon activité parce que c'est mieux qu'aller en prison. Il y a plusieurs gens, donc de nos amis, ils sont en prison. Aller en prison, c'est facile en Azerbaïdjan. Elnour s'installe dans l'exil. Ses seuls contacts avec sa famille sont désormais en ligne. C'est aussi moins surveillé que le téléphone. Dans l'appartement familial à Bakou, ses parents, sa sœur et son avocat se retrouvent pour quelques minutes de conversation avec Paris. Son père, journaliste, a vite appris à se servir du système Skype. Le problème de son, c'est toi ou moi? C'est haché, ça coupe. Elle est là, maman? Oui, elle est là, à côté de moi. Je suis là, Elnour. Laisse-moi le regarder. Comment il va? Est-ce que tu me vois? Bonjour Elnour. On est tous sous pression.
Lui et nous, sa famille. Vous vous rendez compte, depuis ces événements en avril, ils nous harcèlent à cause d'Elnour. Ils ont été très loin. J'ai été licencié ainsi que son cousin qui est en province. On est tous sous pression. Ils cherchent à intimider tous ses proches. Au revoir, Elnour. Elnour, tu as la conscience de l'Azerbaïdjan, le cœur de ce pays. Et un jour, tu réussiras à faire sortir ton pays de ce malheur, si Dieu le veut. Et tout le monde aura un bon salaire. Les chômeurs retrouveront du travail et le droit aura retrouvé sa place en Azerbaïdjan. Nous sommes fiers de toi, fiston. Tu es notre fierté. Je te dis au revoir en espérant que l'on se reverra bientôt en Azerbaïdjan, ici à Bakou. Et on pourra parler de ton mariage. Bakou, en 2011, n'a en apparence plus grand-chose à voir avec la ville soviétique qu'elle fut jusqu'en 1991. 20 ans après son indépendance, on est très loin de l'URSS. Ce qui frappe au premier regard, ce sont tous ces immeubles neufs, tous ces chantiers. L'Azerbaïdjan est devenu un pays riche. Le budget de l'État a été multiplié par 10 ces 8 dernières années et plus de la moitié des revenus du pays provient du gaz et du pétrole. Cette exceptionnelle croissance économique, c'est le premier argument du régime du président Aliyev pour justifier son maintien au pouvoir. Un président qui peut désormais être réélu autant de fois qu'il le souhaite, et la dernière élection présidentielle lui a donné plus de 90% des voix. Le multipartisme n'est qu'une façade, le Parlement sous contrôle, les grandes entreprises aux mains de la famille du président et de ses amis, bref, un scénario bien connu dans beaucoup de pétrodictatures. Rares sont les opposants qui ont encore le courage de se battre. S'ils acceptent tous de nous rencontrer et de nous parler, c'est parce qu'ils savent que d'être vus sur des médias étrangers est leur meilleure protection. C'est le cas de Natik Jafarli, membre d'un groupe d'économistes de l'opposition, une ONG qui milite pour la transparence des revenus des hydrocarbures. Bien sûr, la ville devient de plus en plus belle, c'est une réalité. Il en construit beaucoup de nouveaux immeubles avec le budget de l'État. Tout l'argent vient des exportations de gaz et de pétrole. Mais il n'y a aucune transparence dans les comptes publics. On n'arrive pas à savoir ce qui est réellement dépensé. Cette absence de transparence dans les dépenses publiques, c'est la porte ouverte à la corruption, avec les problèmes que cela crée sur l'économie de tout le pays. Presque tous les chantiers à Bakou sont entre les mains de seulement 3 entreprises de construction proches de la présidence, bien sûr. C'est le cas de Port Bakou, un complexe de grand luxe construit au bord de la Caspienne par l'entreprise Pacha, contrôlée par la femme du président Aliyev, surnommée Madame Pachayeva. Il existe en Azerbaïdjan une clientèle fortunée. Des gens qui profitent directement des ressources en hydrocarbures du pays avec la complicité des grandes entreprises internationales. Mais pendant que le centre-ville se rénove et se bétonne, pendant que les plus riches dépensent et investissent leur fortune, la majorité des Azerbaïdjanais continuent de vivre comme avant. Les habitants de Bakou appellent ce quartier Shanghai. Surpeuplés et insalubres, les gamins y traînent au bord de la voie ferrée. C'est leur terrain de jeu, sauf quand un train passe, un convoi de pétrole.
Mais nous, on reçoit rien de tout ce pétrole. Tout ça, ça part à l'étranger. Oui, on voit bien que le pays est riche avec tout ça. Le peuple devrait être riche aussi. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Nous voudrions vivre mieux, que les rues soient propres, nettoyées. Mais ici, on ne voit rien de tout ça. Size gençlerden danışım minlerle Kalpleri dünya kadar büyük yaşamak eşiklerde Gece korkur gözlerinden her birinin adı Kara tarih sayfelerine yazılır ak harflerle Bak buradayız Hamımız kol kola İnancımız kalkandır kölge karşısında Bak buradayız Dövüşe hazırız Hayat imtihandır bitmez Her gün uyanmak için bir gün ölmek gerek C'est notre slogan, penser différemment. Nous sommes dans les locaux de Radio Free Europe, Radio Liberty, la radio de la dissidence soviétique qui existe toujours grâce au soutien des États-Unis. Mais c'est une radio désormais privée de sa fréquence FM. En 2009, toutes les radios internationales ont perdu leur licence de diffusion sur la bande FM. C'est ce qui est arrivé à notre radio. Alors ce que l'on a fait, c'est que nous sommes devenus une radio sur Internet. Et ce soir, Khadija va justement animer une nouvelle émission sur le rôle des réseaux sociaux. Mes invités sont des stars sur Facebook. L'un d'eux est Adnan. Il est une star sur le réseau et il est un des Azéris qui est le plus suivi sur Facebook. Il est un des Azéris les plus appréciés. Un des plus cliqués. Et il est aussi un dissident sur Facebook. Sur le réseau social, il est un dissident. Il a été arrêté pour son blog vidéo. Il a été arrêté en 2009 et condamné à 2 ans de prison. Et il a été libéré après 17 mois d'emprisonnement. Il est un de ceux qui a été mis en prison parce qu'il a exprimé son opinion et il est avec nous ce soir. Une fois de plus pour s'exprimer. Oui, mais j'espère que tu ne seras pas arrêté pour ça. Ah non, pas cette fois. Oui, il est notre invité. Adnan Hajizadeh a en effet été arrêté et condamné pour avoir mis en ligne une vidéo satirique dans laquelle il raillait la corruption du régime. Depuis qu'il est sorti de prison, il est le blogueur le plus populaire du pays. Les vidéos de ce site ont été consultées près de 500 000 fois. Donc mes vidéos ont été vues 1 demi-million de fois. Et voilà mon second site, à peu près le même nombre de consultations. Et voilà la fameuse vidéo avec l'âne. Elle est là, près de 150 000 vues. Et c'est cette vidéo qui a mené à mon arrestation. En 2009, le ministère de l'Agriculture avait importé des animaux d'Allemagne. Il y avait 10 vaches, 10 chevaux et 2 ânes. Et chaque âne coûtait 42 000 €. En Azerbaïdjan, un âne coûte 50 €.
et ils ont payé 42 000 € pour un âne venu d'Allemagne. C'était tout simplement ridicule. Et cela a montré par l'absurde quel est le niveau de corruption dans ce pays. Cet âne est donc devenu une mascotte. On le voit arrivant d'Allemagne, il raconte comment il est heureux de venir en Azerbaïdjan, un beau pays pour les ânes, alors qu'en Allemagne, c'est dur pour lui. C'est le scénario de la vidéo. Maintenant, il faut que j'aille très vite sur mes comptes Facebook pour que j'informe tous mes amis que je vais être à la radio et qu'ils peuvent m'entendre. Internet n'est qu'un outil. Internet et Facebook ne vont pas arriver comme ça et provoquer des changements à votre place. Ce n'est qu'un outil pour vous aider. Et si vous n'avez pas Internet, utilisez des livres, des journaux, ou même des publications interdites, comme en URSS à l'époque. C'est essentiel dans le monde moderne, mais ce n'est pas le seul moyen. Et s'il n'y a pas Internet, il ne faut pas être découragé. Allez, je vais en studio. Bonsoir, ici Khadija Ismailova et je vous présente ce soir nos premiers invités de cette nouvelle émission sur les réseaux sociaux. Ce sont des stars sur Facebook, Adnan Hajizadeh et Hadji Zamin. Un de nos auditeurs nous rappelle de ne pas oublier nos camarades Bakhtiar et les autres qui sont toujours en prison. Que Dieu ouvre les portes de la prison. Oui, ouvrir les portes. Malheureusement, ils n'ont pas accès à Internet en prison pour nous écouter, mais j'espère qu'on va leur transmettre notre message. Sur Facebook, sur Radio Liberté, sur Twitter, dans votre cuisine, autant d'endroits où l'on s'exprime plus ou moins librement. Partout où vous trouverez de l'espace pour vous exprimer, pour vous battre, pour revendiquer vos droits, faites-le. Il ne faut pas se taire. Et si vous ne le faites pas, vous le regretterez un jour et vous direz « j'aurais dû parler ». Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette première édition sur Facebook. On se retrouve tous les jeudis soirs, ici même à Radio Liberté, en espérant que vous souhaiterez continuer à en parler. Bonsoir à tous. Bonsoir. La chanson s'appelle Liberté, elle est de Paul McCartney. C'est une de mes préférées. Tous les habitants d'Azerbaïdjan sont loin d'avoir accès à Internet. Mais chez les jeunes, cela va très vite. Et quand l'on sait que la population du pays est jeune, il est clair que le mouvement ne va pas s'arrêter, au contraire. Les jeunes opposants au régime ont même créé sur la toile un mouvement politique, sur le modèle de ce qui s'était déjà fait dans d'autres pays. Ils font leurs réunions dans des arrière-salles de café. Ils s'appellent Nida, ce qui veut dire point d'exclamation. Ils sont encore très peu, mais ils espèrent réveiller les jeunes autour de ce petit signe. Le régime soviétique était totalitaire, alors que notre gouvernement essaie de passer pour une démocratie. Et nous, on veut utiliser cet argument, en profiter pour nous exprimer. Une des choses qui fait peur à ce régime, c'est l'Internet, parce qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. C'est un outil qui est très difficile à dominer. En même temps, ils savent que s'ils essaient seulement de mettre des restrictions à l'usage d'Internet, cela sera très mauvais pour leur réputation à travers le monde. Et je crois que notre régime craint d'être placé en dehors du groupe des pays dits civilisés. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas réussi à contrôler ouvertement Internet. Ils le font de façon plus secrète. À Bakou, les opposants nous ont parlé pour ne pas être oubliés,
pour que le monde sache ce qui se passe en Azerbaïdjan. En revanche, aucune réponse à nos demandes de rendez-vous avec des officiels pour parler des droits de l'homme. Pourtant, ce régime cherche à donner une bonne image du pays. L'autoroute qui relie la ville à l'aéroport est une caricature de propagande. Elle est le chemin que prennent tous les visiteurs étrangers, investisseurs, diplomates et délégations européennes comme celle du Conseil de l'Europe. Ouais, merci. L'Azerbaïdjan est fier d'être membre de l'organisation européenne. À Strasbourg, au siège, Elnour Majidli, le blogueur exilé en France, il travaille comme journaliste indépendant. C'est là qu'il trouve des documents officiels demandant à l'Azerbaïdjan de respecter ses obligations. Donc c'est commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Donc c'est une déclaration. Liberté, droits de l'homme, la situation des droits de l'homme en Azerbaïdjan, démocratie en Azerbaïdjan. Le gouvernement azerbaïdjanais, il ne respecte pas les valeurs du Conseil de l'Europe, les valeurs européennes. Donc pourquoi il est membre du Conseil de l'Europe? Pourquoi les représentants, les députés azerbaïdjanais, ils viennent ici? Avant ces événements, on avait un dialogue avec les députés azerbaïdjanais au Conseil de l'Europe. Mais maintenant, c'est un peu dur parce qu'ils ont peur aussi. Il y a des gens vraiment qui travaillent pour le gouvernement azerbaïdjanais. Voilà, maintenant, ils ne parlent plus avec moi. Dans l'hémicycle de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Elnour les observe, mais ils n'ont pas vraiment envie d'être vus avec lui. Quand je pense que je ne peux pas revenir chez moi, à mon pays maintenant, oui, je suis en liberté, mais c'est pas vraiment, je ne peux pas sentir 100% de liberté. Mais quand même, je pense que j'ai de la chance. Je suis au Conseil de l'Europe, je suis en France et je continue mon activité. Je ne peux pas vous expliquer mes sentiments quand je vois mon drapeau. Ça me touche beaucoup, c'est mon pays. Comme je me sens en exil, c'est vraiment comme une partie de mon pays. Juste changer des choses en Azerbaïdjan. Oui, on va réussir. Et c'est pas loin. On va réussir. Elnour a demandé le statut officiel de réfugié politique en France.